Sans plus tarder, Dan Benamou va nous parler de la perception du risque anesthésique par les patients. Merci Dan. Hervé, merci beaucoup pour cette introduction. Et effectivement, dans notre pratique anesthésique et de réanimation, d'une façon générale d'ailleurs, dans notre pratique médicale, la perception du risque, ou en tout cas d'une façon générale, finalement, notre relation avec les patients, est quelque chose dont nous prenons la mesure de plus en plus dans son importance, à la fois en matière de compréhension, mais également dans la qualité de la relation et même du pronostic des patients. Et donc dans cette analyse générale finalement de cette relation médecin-patient, la perception finalement du risque par les patients est quelque chose de très important. Alors comme vous le voyez sur cette diapositive, elle s'inscrit finalement au sein d'une sorte de processus global que j'ai un peu simplifié, mais qui est dans lequel elle représente la perception du risque, une étape finalement de l'ensemble de cette communication. Elle est suivie de la compréhension, car une fois qu'on a perçu l'information et qu'on en commence à percevoir ce risque, il faut bien sûr l'intégrer. Et puis la troisième étape va être de décider, c'est-à-dire de consentir ou non d'ailleurs au risque. L'ensemble de ces trois étapes représentent ce que l'on appelle la conscience de la situation, comme indiqué ici, et que ce terme que peut-être vous entendez de plus en plus souvent, utilisé notamment dans le cadre des séances de simulation, autrement dit dans l'ensemble de l'analyse des processus cognitifs. Mais vous voyez également que cette étape que représente la perception du risque, elle est dominée par le fait qu'il faut d'abord donner l'information. Et donc, donner l'information est une étape difficile. On est dans une phase d'une grande complexité et l'ensemble du processus est difficile à bien intégrer. On va avoir là le mélange ou l'interface entre des phénomènes cognitifs, des phénomènes de communication, et en plus on a bien sûr deux individus qui communiquent. Et donc dans cette représentation générale que le risque est une notion complexe, évidemment il est difficile de pouvoir donner une règle, un protocole général, une sorte de petite recette de cuisine qui permettrait à chacun de s'en sortir facilement à chaque consultation, à chaque rencontre avec un patient. C'est donc impossible à l'évidence quand on va voir progressivement l'ensemble des facteurs qui interfèrent dans cette relation médecin-patient. Mais on va quand même essayer de dégager 2 ou 3 idées aujourd'hui qui vont permettre peut-être de vous permettre à chacun, disons, d'améliorer ou de prendre vous-même conscience des éléments importants dans la relation médecin-patient. Alors, dans la diapo précédente, dans cette diapo-là, vous avez pu voir que dans la façon de donner l'information, il y a déjà beaucoup de phénomènes qui interfèrent. Sur la diapositive, sur la partie gauche, vous avez des éléments qui sont du domaine du médecin, et sur la partie droite, des éléments qui sont du domaine du patient. Alors, un premier point déjà très important, c'est la variabilité de l'information donnée par le médecin lui-même. Et il y a beaucoup de données dans la littérature qui montrent que pour un risque particulier ou une information particulière, la façon de le donner ou l'interprétation que l'on en a chacun d'entre nous est souvent différente. Et donc évidemment, si dès le départ, l'information que la perception du risque que nous avons nous-mêmes est différente, eh bien nécessairement, elle sera transmise au patient d'une façon différente. Le médecin lui-même est un être humain, donc il va avoir lui-même un jugement particulier sur le risque. Il va être plutôt, favorable à prendre des risques ou au contraire à ne pas être favorable à cela. Il va avoir ou non une capacité à évoquer le risque, ce qu'on appelle le langage du risque. Et puis un point très important que l'on reprendra peut-être en conclusion, c'est que dans cette relation et dans la façon de donner l'information, cette notion d'empathie est vraiment cruciale. Autrement dit, prendre conscience de ce que peut ressentir le patient, essayer de se mettre à sa place pour vraiment intégrer et voir ce qu'il peut ressentir. Et puis du côté du patient, bien sûr, d'autres facteurs vont être intégrés, comme par exemple cette notion de littératie, sa capacité à comprendre, ou également sa personnalité. Certains patients sont plutôt esquiveurs ou inquisiteurs, autrement dit, sont des gens qui veulent avoir beaucoup d'informations, ou au contraire ne pas en avoir beaucoup. Et par exemple, on pourrait proposer que dans la discussion, la présentation des risques, on pourrait proposer que finalement de façon un peu systématique, un peu une petite recette, serait de dire au patient, souhaitez-vous que je vous explique en détail les différents problèmes que l'on peut rencontrer avant ou après l'opération, et selon le degré d'attente du patient, on ira plus ou moins loin. Et car certains patients vont être plutôt satisfaits d'une information très détaillée, et d'autres ne rechercheront pas cette information,
On appellera ça des esquiveurs ou des inquisiteurs selon leur comportement. Et donc, se mettre au niveau de l'attente du patient est sûrement quelque chose de très important qui va aider dans la qualité de la communication. Le langage du risque est très important. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir cette diapositive, mais en gros, l'idée générale, c'est d'essayer dans l'expression du risque, dans ce qu'on appelle le langage du risque, de rapporter le risque anesthésique ou, disons, le risque médical d'une façon générale, tel qu'il est indiqué sur la partie droite de la diapositive ici, à des risques de la vie courante, les accidents d'avion, de train, de voiture, ce genre de choses, qui permettent aux patients de mieux réaliser si finalement, oui ou non, quand ils vont être en situation d'accepter ou pas le risque, à quoi ça correspond par rapport à ce qu'ils connaissent d'habitude. Également, dans la façon de l'exprimer, un certain nombre de techniques de communication sont importantes. Par exemple, exprimer les bénéfices attendus de façon positive, eh bien, permet plus facilement de convaincre un patient d'accepter un risque qui vous paraît important. En disant, par exemple, il y a 90% de chances d'être guéri avec ce traitement, est plus acceptable et mieux compris par le patient qu'il y a 10% de risque de mourir malgré le traitement. Alors bien sûr, nous n'aurons pas le temps ce matin d'évoquer toutes les techniques de communication qu'on peut envisager dans ce cas-là, mais au moins, je vous laisse au moins vous en parler quelques instants pour que vous preniez conscience qu'un certain nombre d'éléments de technique peuvent être utiles. Dans la perception et la compréhension du risque, là encore, on va retrouver beaucoup d'éléments cognitifs qui vont interférer avec cette capacité de compréhension. Vous avez à gauche, par exemple, des éléments qui sont, je pense, assez faciles, intuitifs à comprendre. Par exemple, est-ce que le risque dont on parle a déjà été diffusé médiatiquement? Est-ce que c'est quelque chose dont les gens ont entendu parler à la télévision? Et puis, bien entendu, de la même façon, est-ce que c'est quelque chose de sensationnel? Ou bien, au contraire, quelque chose d'assez banal? Eh bien, tout ça va influer sur la capacité du patient de le percevoir, le comprendre, voire l'accepter. Également, ce qu'on appelle l'ancrage. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le chirurgien en a déjà parlé antérieurement? Car cette notion d'ancrage, d'information préalable, va interférer avec la capacité de l'accepter de façon plus ou moins importante. Selon les pays, il y a des choses très différentes. Par exemple, les pays anglo-saxons sont assez familiers avec une expression du risque en chiffres, alors que dans nos pays latins, les gens sont plutôt favorables à une impression. Le risque est fort ou le risque n'est pas fort. Alors que dans un pays anglo-saxon, le dire sous forme de un risque X ou Y est présent dans un cas sur 10 000, c'est quelque chose qui leur parle, mais qui par contre, parle assez peu dans nos sociétés. Le niveau socio-économique, la personnalité des patients, tous ces éléments-là vont jouer des rôles importants dans la compréhension et l'acceptation du risque, qui est finalement l'étape finale de notre consultation. L'acceptabilité, donc, qui est l'étape finale, là aussi elle-même est modifiée, modulée par pas mal de paramètres. Sûrement le plus important, c'est la gravité de la complication. On l'acceptera moins si le risque est grave que si c'est quelque chose qui n'est pas grave. On l'acceptera plus facilement si le risque est temporaire par rapport à quelque chose qui est définitif. Si c'est un aléa par rapport à une complication qui paraît évitable. Et puis, encore une fois, selon les patients, certains vont aller plutôt être accepter cette notion de risque, d'autres vont être au contraire très méfiants, très timorés, si je puis m'exprimer ainsi, et vont essayer d'éviter tous les risques potentiels. Et puis on a également une différence de prise de conscience. Le médecin et le patient n'ont pas du tout la même notion, finalement, ou la même vision par rapport à l'acceptabilité du risque. Et là, on a des enquêtes qui montrent que pour un risque donné, les patients et les médecins peuvent avoir une vision totalement différente. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose finalement, pour mieux voir un peu et mieux comprendre ce que votre patient ressent, ce qu'il perçoit et ce qu'il est capable d'accepter, c'est d'utiliser la fameuse technique des 4 R, dans laquelle on va recontextualiser le risque et demander au patient finalement qu'est-ce qui vous fait le plus peur. Parce que plutôt que d'énoncer une longue liste de risques qui vont le perdre, l'étouffer sous une quantité d'informations importantes, eh bien le faire parler. Et du coup, on va mieux comprendre ce qu'il ressent. Ça permet effectivement, en reformulant nous-mêmes, eh bien, de mettre en évidence des éléments clés du discours, de reprendre les mots du patient sans les interpréter, faire une synthèse, résumer ce que le patient a dit, et donc, excusez-moi, je reviens en arrière, voilà, excusez-moi, faire une synthèse pour clarifier les échanges et dire si j'ai bien compris. Et là, le patient, à ce moment-là, vous dira vous avez bien compris, docteur, c'est bien ça les éléments qui m'importent le plus, ou ce ne sont pas les éléments qui m'importent le plus. Et donc, finalement, plutôt que de chercher des règles générales très fortes,
un peu schématique, eh bien s'adapter patient par patient en essayant de voir ce que le patient ressent, ce dont il a besoin, en l'interrogeant et en allant chercher l'information plutôt que de lui asséner nos propres vérités. Je pense que ces éléments sont vraiment importants, sont des éléments généraux de la communication qu'on va retrouver de façon vraie dans toute notre vie quotidienne, professionnelle ou personnelle, mais qui sont très importants parce qu'ici, on est dans le cadre de la relation médecin-patient. Je vous remercie. Merci beaucoup Dan pour cet exposé très clair, donc qui va appeler un certain nombre de commentaires, en particulier les comparaisons qu'on fait du risque porté par le patient avec la vie courante finalement. Pour un patient ASIN, c'est classiquement le risque est identique à celui de prendre l'avion. Seulement, dire ça au patient finalement en consultation, ça ne lui dit pas si lui il est à risque et s'il va subir ou pas le risque. Ce qui intéresse le patient, c'est est-ce que je vais subir ce risque ou non. Et on n'a évidemment pas les moyens de le savoir, mais est-ce qu'on peut évoluer entre cette information qu'on donne qui est très générale et une information plus personnalisée ? Bien, moi je crois que, comme je l'ai évoqué dans l'exposé il y a quelques instants, il me semble qu'en fait, c'est tellement difficile de savoir ce que ressent le patient dans cette situation, c'est que je pense que le plus simple est en fait de lui faire exprimer le risque qui l'ennuie le plus, et plutôt que d'attendre qu'il accepte ce risque une fois qu'on lui a donné l'information, c'est à dire est-ce que cette notion-là vous convient, est-ce que vous l'acceptez, est-ce que ça vous fait peur, autrement dit de le faire parler, de le faire venir vers l'information, plutôt que nous d'aller vers l'information que l'on transmet. Alors là, ça nous amène sur une question, tu as évoqué les pays anglo-saxons. Les pays anglo-saxons n'ont pas de consultation pré-anesthésique. Ils découvrent le patient, à ma connaissance, au bloc opératoire. On voit bien que parler des risques aux patients, c'est time consuming. Et donc, comment ils font à ta connaissance ? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient exempts de donner l'information aux patients. Est-ce qu'ils ont une technique particulière ? Parce que je pense que tu vas nous dire, mais laisser parler le patient, est-ce que ça prend plus de temps à la consultation ou pas ? Et quand on n'a pas de consultation, comment on fait ? Alors je pense que d'abord, ça dépend des pays anglo-saxons. Certains ont des systèmes qui sont proches des nôtres, d'autres sont très différents. Effectivement, il peut y avoir des consultations très rapides ou très proches de l'intervention. Et là, évidemment, si on dispose de quelques minutes, eh bien nécessairement, la relation médecin-patient ne pourra pas s'établir. Ou en tout cas, elle s'établira de façon très superficielle. Et là, clairement, ça n'ira pas. Maintenant, à l'extrême, on pourrait penser que de faire parler le patient, l'écouter pourrait prendre du temps. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. On a beaucoup de données dans ce domaine-là qui montrent qu'en réalité, lorsque le patient peut s'exprimer, qu'il peut vous indiquer que ce qui l'ennuie le plus, ce qui le turlupine le plus, et que vous indiquez que vous avez compris que vous avez pu vous mettre à sa place, en réalité, c'est extrêmement rassurant pour le patient, et souvent, ça raccourcit la consultation d'anesthésie beaucoup plus que ça ne la rallonge. Parfait. Il y a une question d'un internaute qui nous dit certains chirurgiens informent déjà le patient sur l'anesthésie, tu en as parlé, c'est l'ancrage, vous aurez une petite rachie, et certains patients demandent des informations sur le risque chirurgical. Quelle attitude prendre ? C'est effectivement une bonne question parce qu'on vit dans une équipe opératoire et donc chacun a des idées un petit peu sur ce que fait l'autre. Et là, on a finalement la même réflexion que comment pourrait-on être capable d'exprimer clairement un risque chirurgical puisqu'en fait, ce n'est pas nous qui le réalisons le geste d'une part. Et deuxièmement, un chirurgien n'équivaut pas nécessairement à un autre, à la fois en termes de technique, de taux de complications, de maîtrise chirurgicale et même de perception du risque ou d'acceptation du risque. Et donc, effectivement, je pense que là, pour cet aspect-là, il faut encore une fois être plutôt évasif et encore une fois, aller plutôt rechercher ce que le patient en a compris plutôt que de l'informer. Je pense que si le patient exprime le risque ou qu'il exprime ce qu'il ressent ou les questions qui lui importent et ce qui lui fait peur, je pense que ça sera plus efficace que de vouloir lui indiquer vraiment des données de ce que nous pensons, car très souvent on se trompe sur ce qu'il attend. D'accord, très bien. Alors, moi, juste une petite précision, je pense qui est importante, c'est qu'effectivement, souvent, le langage du médecin n'est pas équivalent au langage du patient. On l'a vu, par exemple, pour la feuille d'information de l'ASFAR. On pensait tous que c'était gravé dans le marbre, qu'on pouvait donner cette information à tous les patients et on était quasiment certain d'avoir fait quelque chose de valable pour le patient, de bénéfique en tout cas, du point de vue de l'information. Et puis, on se rend compte qu'on donne aux usagers la feuille d'information telle qu'elle était avant que l'ASFAR
ne la corrige justement en association avec les usagers. Et là, on se rend compte que les patients ne comprennent pas ce qu'on dit. Donc il y a un vrai problème de langage. Et de ce point de vue-là, je pense que les usagers doivent être associés dans nos réflexions. Je pense que tu vas être d'accord avec ça. Oui, clairement, et ça rebondit d'une façon un peu différente avec ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que le fait, nous, dans notre vision habituelle, on pense qu'on sait et qu'on est capable d'exprimer les choses parce qu'on est des experts du métier. Mais en réalité, comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises au cours de la discussion là maintenant, on se trompe très souvent sur ce que le patient comprend, perçoit, intègre et accepte. Et en fait, tant qu'on ne fait pas parler le malade, en fait, on ne fait que parler nous-mêmes. Et en parlant nous-mêmes, nécessairement, on a des chances de se tromper. Et quand je dis parler, c'est aussi écrire. Quand on écrit nous-mêmes des recommandations, on pense qu'elles sont claires, qu'on a formulé clairement les risques, mais en fait, non, c'est notre vision, ce n'est pas la perception par le patient. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps tourne.